bienvenue dans cette nouvelle édition de nos podcasts à livre ouvert. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à un sujet peut-être qu'on maîtrise un petit peu moins, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, de se challenger et de découvrir un petit peu d'autres sujets que le classique roman, un petit peu de philosophie, etc. On va parler du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre, il a toujours des enjeux très intéressants et je voudrais qu'on en discute un petit peu. Et je vais commencer par une question très simple. Est-ce que vous avez une pièce de théâtre favorite? Ouais. Grande question. Est-ce que c'est possible? Je commence peut-être. Vas-y, Vas-y, Marc. Marc. Alors, une pièce favorite, on va voir si on a la même ou qu'est-ce qu'on a, mais c'est très intéressant. Bon, ma pièce favorite, évidemment, c'est Cyrano de Bergerac. Bon, on a atteint là une sorte de perfection. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais en tout cas, bon, celle-là, pour moi, c'est voilà, l'exemple, la lumière. Alors, je te rejoins, Marc, hein, je me permets de reprendre la parole. Oui, moi aussi, Cyrano de Bergerac, sauf que bon, il y a plusieurs pièces effectivement qui ont marqué ma vie. Mais celle-ci, surtout, je l'ai déjà vue 6 fois, et je vous cache pas que ça a été avec le même acteur principal, parce que ça a été que du bonheur. J'enchaînais à nouveau à chaque vision de ce sublime personnage qu'est Dorostan. Micha, Mm. est-ce que tu as une pièce de théâtre préférée? Oui, alors plus dans l'hermétisme. Moi, j'aime beaucoup les pièces de Sophocle et notamment Oedipe. C'est pour moi l'œuvre la plus fascinante qu'on puisse imaginer parce elle joue de ce que le théâtre, au fond, que seul le théâtre permet, c'est un peu l'implicite et l'explicite qui est médiatisé par l'espace. Voilà. Et donc, c'est un peu ce dont j'aimerais parler. Merci. Ouais, je te rejoins un petit peu à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup Antigone de Jean Anouilh que j'ai étudié plusieurs fois et je trouvais qu'elle représentait bien un petit peu ce côté tragédie grecque, avec les dialogues étaient très bien écrits, même si je dirais que ma première, ça reste le Don Juan de Molière. J'ai vu peut-être 6 ou 7 fois, autant que toi, Cyrano, Corinne, et j'ai vu plusieurs représentations différentes et j'adore ce côté comique. J'adore ce personnage de Sganarelle qui vient défier Don Juan, le libertin. Je trouvais que l'histoire en général est assez passionnante à ce niveau-là. Alors, du coup, on va enchaîner là-dessus. Pour vous, quels sont les enjeux du théâtre? Quels sont les enjeux qui vous intéressent le plus? Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Il va y avoir du politique, il va y avoir simplement de la dramaturgie, mais on a souvent vu, et je pense que les pièces de Sophocle, c'est une bonne représentation pour ça, qu'elles ont un poids sur les sociétés contemporaines. Donc, pour vous, qu'est-ce que ce serait les enjeux du théâtre? Je reprends. Les enjeux du théâtre, je pense que c'est les enjeux de l'art en général. De toute façon, faire bouger les gens, réfléchir, apprendre, faire ressentir. C'est la manière qui va être différente. Alors c'est vrai que bon, je pense que on se rappelle tous les Václav Havel, exceptionnel Václav Havel qui à un moment donné fait avancer les acteurs devant les spectateurs. C'est ça ce rapport implicite explicite. Mais quand il y a ces acteurs qui arrivent devant le public et qui se mettent à hurler pour leur dire mais bougez-vous. Ne restez pas endormis dans votre société. Et je veux dire, c'est un rapport dans le cinéma ou dans l'écriture même, parce que on n'a pas ce rapport avec ce lien avec le public. Et c'est ça, cette force du théâtre. Je pense que l'enjeu est le même, de le faire, de le vivre, de le faire ressentir. Et là, juste une chose, Michel nous expliquera beaucoup mieux, je pense, ce rapport d'implicite et d'explicite. Il y a un passage que je trouve, enfin, tout est magnifique, mais il y a un passage qui est absolument sublime. On connaît l'histoire, hein. Cyrano est amoureux de qui est plus jeune, qui lui d'ailleurs, il est moche, il a ce nez, tout est lié, c'est symbolique, hein. Il est moche, et il ne pense pas à l'amour de sa cousine. Et malgré tout, maintenant, dès qu'elle appelle, il arrive, hein, il court pour l'aider. Et elle est amie de ce cousin, qui est un homme d'armes, un bretteur magnifique. Mais en même temps, elle n'est pas amoureuse de lui. Et elle est amoureuse d'un petit jeune, on dirait, hein, qui vient de rentrer chez les gardes. Et elle veut lui demander de ce jeune homme dont elle est amoureuse. Et donc pour Cyrano, il apprend à ce moment-là, donc c'est horrible, il apprend que la femme qu'il aime est amoureuse d'un autre et en plus lui demande de protéger.
Donc c'est absolument terrible. Et la manière dont Edmond Rostand écrit ça est splendide, parce qu'on est là justement dans l'implicite et l'explicite. Elle est admirative, elle va le vanter pour ses combats. Il venait de faire un combat contre une centaine d'hommes. Il a battu tout le monde, tout ça. Oh, c'est magnifique. Mais en même temps, elle lui demande de donc ce jeune, et il ne peut pas refuser, mais il est extraordinairement blessé au fond de lui. Et il finit cette phrase, il finit le dialogue, lui il dit j'ai fait quelque chose de bien mieux, bien plus fort récemment. C'est-à-dire, bah voilà, il est prêt à se sacrifier pour elle et pour l'homme qu'elle aime, quoi. Juste en une phrase, j'ai fait mieux depuis, voilà, j'ai fait mieux depuis. Une simple phrase. Et ça, dans un bouquin, on peut peut-être le mettre, bien sûr. Le théâtre, cette puissance de transmettre cette émotion qui fait vibrer le spectateur. Et c'est pour ça que dans le théâtre, faire passer peut-être des choses de manière un peu différente, pour ceux qui sont là, pour les spectateurs qui le vivent, à mon sens. Merci Marc pour ton intervention. J'ai vu que Micha, tu voulais intervenir. Je sais pas, est-ce que Corinne avait quelque chose à dire aussi au sujet de Marc? Non, non, mais je rejoins complètement ce qu'il vient de dire. Ne serait-ce que effectivement cette bataille que l'on vit sur scène quand on est devant ce genre de spectacle, on est emporté. Il y a des moments calmes, il y a des moments, c'est ça qui nous emporte sur scène quand on écoute nous en tant que spectateur. C'est cette fugacité sur scène qui nous emporte et c'est ça qui est formidable. Mais c'est valable pour toutes les pièces de théâtre, je pense, du drame, de la comédie ou peu importe. Alors, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous disiez, c'est que Mm. là, le maître mot que je retiens de vos allocutions, c'est enrichir. Or, pour moi, le théâtre a été surtout une opération de dépouillement. Parce que moi, j'ai lu, hein, j'ai étudié la philosophie il y a longtemps de ça, et j'ai lu une théorie chez Aristote qui nous dit que le théâtre servait à la catharsis, à la purification. Pour n'y avoir jamais rien compris jusqu'à mon voyage au Japon, où, observant le théâtre No, j'ai prouvé cette purification. C'est-à-dire, dans un jeu, donc je ne comprenais pas les paroles, je n'ai jamais appris la langue. Et donc, en voyant le jeu des acteurs, leur mime, leur façon de, même leurs accessoires, etc., je me suis senti nettoyé. Alors, je me suis dit, tiens, c'est très curieux, le sentiment qu'on a en sortant d'un théâtre comme ce pas grand-chose, où les dialogues sont moins importants, mais où finalement, on vit une opération de la pensée. Et donc, pour moi, le théâtre était le lieu d'un mot d'ordre. Par exemple, moi, le théâtre de Sartre me laisse indifférent et le théâtre de mot d'ordre me laisse très perplexe. Le théâtre, c'est justement une opération où la parole, en se manifestant dans l'espace, finalement nous happe et nous fait participer à quelque chose qu'on va sortir transformé. Alors, c'est ce qui a occupé pendant très longtemps. Comment aboutir à ce genre à une écriture théâtrale? D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut parler d'écriture. Comment aboutir à une écriture qui fera en sorte que le spectateur sorte libéré de ce qui l'encombrait. Voilà. Donc, pour moi, les enjeux, ils sont là. Ils sont dans la catharsis aristotélicienne et ils sont dans cette participation active du spectateur. Vous vous souvenez tous de la première question que pose Alice dans Alice au Pays des Merveilles. À quoi peut bien servir un livre sans images ni dialogue? Donc en fait, toute la démonstration d'Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'un tel livre ne servira à rien. Il faut qu'il y ait du dialogue, il faut qu'il y ait des images. Alors là, dans le théâtre, on a le genre par excellence où c'est des dialogues, mais il y a un vrai dialogue entre le spectateur et l'auteur. Donc, en rentrant dans ce dialogue, finalement, ce que Platon aurait voulu faire s'il avait eu plus de talent théâtral, je pense, même si son génie philosophique est indiscutable, on a un dialogue avec l'âme qui nous sort transformé. Voilà, pour moi, les enjeux du théâtre, c'est ça. Et après, j'entends bien qu'il y a d'autres enjeux du théâtre, mais moi, je ne les connais pas. N'étant pas littéraire, je ne peux pas m'aventurer sur le terrain par exemple, de présenter un modèle à la jeunesse pour que ce soit une source d'inspiration. C'est très intéressant, mais j'ai moins accroché à cet aspect-là du théâtre. Voilà. C'est absolument passionnant, ton approche qui nous remonte vraiment aux origines du théâtre avant qu'on ait les films, etc. Le théâtre, c'était le premier genre qui faisait le lien entre l'écrit et le visuel. Et le visuel est aussi important, enfin, c'est même le plus important au théâtre. C'est là où on va noter que les interprétations
est crucial. On peut avoir une pièce de théâtre interprétée de 1000 manières différentes. Je prends l'exemple de Wojciech. Je vais écorcher le nom de, de celui qui l'a écrit, Büchner, si je me rappelle bien. C'est une pièce de théâtre qui est fragmentaire et qui n'a pas été finie. Je me rappelle avoir vu 3 représentations de cette pièce de théâtre. J'avais vraiment l'impression de voir 3 histoires absolument complètement différentes. Et c'était impressionnant. J'ai même une représentation où ça se passait dans 2 salles. Donc il y avait 2 salles avec 2 groupes de spectateurs et la pièce, j'avais l'impression d'être dans un match de tennis. Il y avait des grands écrans euh, qui nous montraient ce qui se passait dans l'autre salle. C'était absolument unique comme expérience. Alors, j'étais très loin d'une catharsis. Je pense que je suis sorti de cette pièce en étant fortement troublé plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait une approche que je n'avais jamais considérée avant dans une pièce de théâtre et j'ai trouvé que c'était. Je sortais de mon étude très scolaire de simplement lire les pièces de théâtre et d'essayer de les interpréter en fonction du message que veut transmettre celui qui l'a écrit. Et j'ai retrouvé quelque chose de vrai. Les acteurs, ils possèdent la pièce. Les metteurs en scène, ils pensent à d'autres approches qui vont vraiment essayer de lier les spectateurs. Est-ce que vous avez déjà eu des impressions comme ça? Vous êtes sorti d'une pièce de théâtre et vous vous êtes senti chamboulé. Alors, je peux parler de, de nettoyage parce que j'étais loin d'être nettoyé. Alors, si je peux me permettre, il y a une scène d'un film qui montre exactement ça. Si vous avez vu le film Mulholland Drive de... bon, j'ai pas le nom du réalisateur, mais il est très connu, hein. Et alors, à un moment donné, il y a une scène de casting. Donc là, il y a une jeune actrice, une scène de casting où elle joue un rôle, et dans ce rôle, elle parle avec un homme plus âgé qui lui fait la leçon. Et donc, elle est là en révolte. Et au moment de faire le casting, elle a un autre acteur en face de lui qui lui fait la réplique, et tout change, puisqu'il lui parle avec bienveillance. Et tout à coup, c'est une histoire d'amour. Et donc, on a exactement le même texte, dit 2 fois, mais avec 2 mondes complètement différents. Et alors, c'est fascinant dans le film, parce que le film est fascinant à bien des aspects. Et là, c'est une des fascinations du film, c'est comment est-ce que un petit pas de côté change complètement l'univers qu'on habite. Voilà. Et d'où l'importance de la perspective, et encore une fois, de la mise en espace. Et je dirais encore au sujet, à ton sujet, sur l'expérience que tu as eue de voir 2 pièces différentes et des acteurs qui habitent leurs personnages. Et tout ça est lié aussi à l'art de la mémoire, parce qu'il fallait, pour qu'ils puissent jouer et interpréter différemment les pièces, en avoir la maîtrise complète, mais la mémorisation parfaite. Et donc, quand on parle de théâtre, on parle aussi d'art de la mémoire, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On peut même pas imaginer un acteur qui ne connaisse pas son texte. Et ça a une importance parce que l'art de la mémoire, c'est encore une mise en espace des mots dans un théâtre intérieur. Voilà. Et donc là, on va peut-être en parler plus tard, mais il y a la notion de théâtre intérieur, théâtre extérieur, et au fond, le théâtre physique dans lequel on va, ça n'est que la projection de ce qui se passe en nous. Et ça, je voudrais en parler plus tard si l'occasion se présente. Voilà. Marc, Corinne, une réaction à ce sujet? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est toujours, Micha est toujours passionnant. Et oui, tout à fait. Mais alors, c'est ce qui rend ce théâtre, cet art si spécifique. C'est que pour l'écrire, tu as posé une bonne question. Comment peut-on écrire au théâtre? C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre puisque j'ai jamais écrit le théâtre. Mais c'est intéressant parce que le théâtre, il y a ce contact. Il y a quelque chose, puisque dans nos séances, nous apportons toujours des conseils de lecture. J'aimerais en apporter un qui va dans ce sens. C'est un très bon livre qui à mon sens, vient de sortir, je crois. C'est Bruno Markov, hein, Markov, donc comme le psychologue, dans mon avis, c'est donc pas son vrai nom, mais bon, Bruno Markov, qui a écrit le 8e étage du monde. Et c'est un livre, un roman magnifique, vraiment magnifique sur notre époque, sur l'action des consulting, la société actuelle, où il montre effectivement que tout est un théâtre et que ces personnages vont, pour des histoires de pouvoir, se transformer et voir les choses. En fait, tout ce qui paraît insignifiant devient important et devient calculé. Et donc, il y a une force qui va dépasser le simple écriture, qui va être justement ce qu'on peut apporter de soi. On sait que d'ailleurs, hein, 80, je sais plus combien c'était, 70% de la communication est non verbale.
Donc, ce qui fait que quand on écrit, bon, je pense que c'est la littérature, bon, tout le monde connaît mon amour de la littérature, c'est formidable de toute façon, mais c'est vrai que la littérature, on n'a pas cette expression non verbale. Quelque part, je ne sais pas votre avis, d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir votre avis, est-ce que le théâtre n'a pas plus de dimensions qu'un simple livre, un simple roman? Alors, la catharsis, ça c'est un thème que j'adore entendre chez Micha parce que c'est fondamental, cette question de catharsis. Je pense qu'on peut toucher à la catharsis par la littérature. Si on prend un roman comme Les Misérables, encore une fois, désolé de revenir sur mon Hugo, mais dans Les Misérables, il y a tout. En lisant tous les 3 tomes des Misérables, on a tout vécu dans la vie, hein, l'horrible, le magnifique, tout est dans Les Misérables. Et c'est une sorte de catharsis. Mais c'est vrai que le théâtre, et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le théâtre, c'est justement une multiple dimension. Il y a ce rapport de l'acteur, des acteurs, avec le public. C'est quelque chose Ouais. de très C'est ce fort. que j'allais dire. Et c'est cet espace qui se fait, ce changement qui se fait, c'est le télescopage qui va au-delà des mots. Et donc, ça serait encore plus puissant. Alors, comment on écrit ça? Comment on peut écrire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Marc, il a ce don pour poser les questions juste avant que je les pose. C'était Ouais. la prochaine question. Comment écrire le texte? J'adore le lien qu'on a entre nous. Comment écrire? Bien sûr. Corinne, toi qui as bien travaillé dans le théâtre, Je suis c'est en, des questions que je tu suis t'es en- fortement posées, je pense. ouais, je suis en pleine réflexion justement, et puis parce que pour avoir, oui, effectivement, rencontré beaucoup de metteurs en scène et vu beaucoup de pièces de théâtre, mais j'ai toujours un regard, ou même d'être dans les coulisses tout simplement, mais j'ai toujours un regard de spectateur. Parce que quand on aime le théâtre, ce qu'on aime aussi, c'est être assis et puis avoir ce. Alors je reprends le terme qui est très très adapté de Marc en disant le télescopage avec les spectateurs. C'est ce qui se passe quand on est sur nos petits sièges en train de regarder des pièces de théâtre. Il y a vraiment un télescopage et c'est ça qui est enivrant en fait. C'est tout ça qui nous fait prendre conscience qu'il y a un réel travail de la part des metteurs en scène et des acteurs en amont. Et c'est souvent très très long. Ils arrivent à créer leur personnage au fil du temps. En fait, ça se fait pas comme ça, c'est pas inné. Il y a énormément de travail de leur part et que tout ça fait que ben voilà, on est consterné souvent, quel que soit le type de théâtre, que ce soit la comédie, comme je disais tout à l'heure, comédie ou peu importe drame. Euh, c'est constater le travail réel du comédien et de celui qui a écrit la pièce ou qui a réécrit la pièce. Oui, c'est une harmonie, c'est une osmose avec nous et voilà, on le sent toujours. Voilà, quand on est bon spectateur, hein, je veux pas dire qu'il y a des très bons spectateurs, des moyens spectateurs et des gens qui sont moins addicts et puis qui vont pas avoir une opinion élaborée en fait par rapport à ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont vu. Mais quoi qu'il en soit, ce télescopage, j'aime beaucoup ce terme, est important. Ah, j'aimerais juste ajouter par rapport à ce que tu dis sur Corinne, un petit élément en plus. J'étais très surpris. Alors, c'est du one-man show, vous allez me dire, mais c'est quand même du théâtre. Et c'est un comique Dubosc, Franck Dubosc, hein, qui est un peu connu. Bon, il a l'air bon, assez un saltimbanque, hein, c'est drôle. Et en fait, j'ai été très surpris parce qu'il raconte qu'il fait ça de manière, mais d'une extrême précision. Il enregistre tous ses spectacles, il repasse tout à ordinateur, et il regarde à quel moment les gens rient. Et à l'instant précis, qu'est-ce qui les fait rire? Ce mot-là les fait rire, et il retravaille ça. C'est un travail scientifique à la limite. Ah ouais. Et on est bien là, dans ça, c'est que ça paraît simple, mais ça n'est pas du tout en fait. Il y a une Non. dimension qui n'est même plus dans les mots en fait, hein, qui est dans autre chose. Ouais. Et très intéressant ce que tu viens de souligner. Je lisais justement un article sur le Loup de Wall Street aussi. Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont fait la première. Ils ont constaté à quel moment les gens riaient, à quel moment les gens ne riaient pas, et ils ont édité le Mm. film en conséquence. Et c'est un procédé qui est assez intéressant et le seul moyen de
de se prouver à soi-même à quel moment on a réussi à capter l'attention des spectateurs et à déclencher l'émotion qu'on veut aussi. Il y a une espèce de contrôle un peu, j'ai l'impression, de la réaction des spectateurs. Surtout quand on écrit du comique, du burlesque, etc. On s'attend à ce qu'une petite phrase, un petit rebond Ouais. et cette réaction particulière. Et du coup, on est satisfait pleinement quand on a cet effet. Corinne, je sens que Ouais. tu brûles d'impatience Oui, oui, parce que d'ajouter un commentaire. c'est vrai ce que tu dis. Ouais, c'est une véritable passion de leur part, tu vois, au fil du temps qui crée la pièce de théâtre. Il y a vraiment voilà une évaluation de ce que va ressentir le acteur, et c'est pour ça que je parlais de ce lien qui est très important, parce que en permanence, quand il travaille, hein, il est évident que ce qu'il recherche, c'est capter le spectateur. Donc ça passe par des évaluations, voilà, comme tu disais, le sourire, les réactions du spectateur et ainsi de suite. C'est un filage d'ailleurs, le terme de filage avant la représentation porte bien son nom. Et On met tout en ordre et puis on voit ce qui ne va pas, les petites coquilles du dernier moment, tu vois. Et ça, c'est des moments puissants, quoi. C'est vraiment des moments puissants. Mm. tout à fait. Et je ne peux pas m'empêcher Qu'on a de avec eux. penser, ouais, je peux pas Mm. m'empêcher de revenir à Victor Hugo et de penser à Hernani. Hernani, enfin, c'est la réaction la plus emblématique, je pense, du Mm. théâtre. Il y a eu 45 représentations. Ça a été un scandale Mm. Mm. infâme. Les acteurs le disent, hein, je vous invite à aller lire leurs commentaires, notamment l'un des acteurs qui s'appelait Joanie, qui était très proche de Victor Hugo. Ils étaient obligés de faire des pauses parce qu'ils n'arrivaient pas à dire à dire leur réplique, tellement il y avait de boucan, c'était du brouhaha, les gens s'insultaient, même sur les balcons, Mm. on lançait de la nourriture, enfin, c'était n'importe quoi. Alors en termes de réaction, je pense que Victor Hugo, il était sur un petit nuage, parce que c'était sûrement pas ce à quoi il s'attendait, mais c'était à un niveau, il a, ça a révolutionné le théâtre. On a eu cette énorme rupture avec les classiques qui a été vraiment éprouvante, et je trouve que c'est peut-être que vous avez une réaction à ce niveau-là. Je pense que Marc, il aime bien. Micha, j'attends tes réactions aussi Vas-y, à ce sujet aussi. vas-y. Ouais, Ouais. ouais, non, ouais, là, sur le côté un peu comment le filage, tu parlais de filage, Corinne. Et en fait, moi, je me demandais comment faisait Molière à l'époque, parce que finalement, il n'y a pas plus drôle que Molière, et lui, il n'avait pas de moyens techniques, mais Mm. on était dans un siècle d'excellence, Mm. et sans doute que à force de répétition, à force de représentation, etc., il a pu voir ce qui marchait pas. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que c'est quand même très construit par des méthodes. euh, Puisque le théâtre ne déroge jamais à certaines règles qui sont là justement pour construire le texte. Et alors, nous, ce qu'on apprend aux élèves, hein, ce que moi j'ai appris comme élève, c'est que attention, donne-toi le maximum de contraintes et ça va marcher. Sauf qu'on ne sait pas exactement le sens des contraintes, etc. C'est ce qu'il Mm. faudrait revisiter peut-être aujourd'hui, en tout cas. Marc, Oui, mais justement, quel est l'avis de Micha, qui connaît très bien le sujet, sur cette Hernani qui va apporter un rapport différent, mais c'est peut-être toujours la même chose, mais dit de manière peut-être un peu plus différente, sortir justement de ces règles classiques. Qu'est-ce que tu en penses, Micha? Parce que Ah, justement, Hernani, c'est le début. On va dire les choses brutalement, on va faire sauter les verres. On n'est plus dans l'espace, un espace, enfin les trois règles du un là. Et on arrive à une catharsis aussi, non, me semble-t-il. alors là, je sais pas, je connais pas assez Hernani ni le contexte. Je suis désolé, je rappelle que je suis pas un vrai littéraire. Mais en tout cas, même quand on détruit des codes ou quand on les transforme, on s'appuie toujours sur un code. C'est-à-dire qu'il fallait bien qu'il y ait une référence pour pouvoir la casser. Et alors, si on réfléchissait un peu à ce que c'est que l'opéra. euh, alors, je prends l'opéra parce que moi, j'aime beaucoup l'opéra. Et j'aime aussi le bâtiment de l'opéra. Le bâtiment de l'opéra, il représente le monde avec ses trois ordres. Selon qu'on est riche ou misérable, on va s'asseoir ici et là. Chaque personne est à sa place. Et ensuite, on a dans la représentation l'exigence justement de passer par toutes les émotions. Et quand on a vécu toutes les émotions dans une pièce ou dans une œuvre, eh bien, on a réalisé l'œuvre. On va mettre tous les guillemets qu'on veut, les majuscules qu'on veut. On a réalisé l'œuvre, on est passé par toutes les émotions et on sort de là purifié, nettoyé. Et alors, si on casse ça, qu'est-ce qu'on obtient?
c'est peut-être très intéressant, mais ça devient déjà du théâtre politique. Ça devient déjà du théâtre à mot d'ordre. Et donc, c'est l'inflexion de l'intention du théâtre. Et donc, pour moi, ça devient de la propagande. Et Victor Hugo faisait de la politique par excellence. Et là, il s'est emparé d'un outil pour en faire quelque chose de très intéressant. Et après lui, ça n'a pas cessé, en effet. Jusqu'aujourd'hui, on en est là. On est toujours dans, tiens, je veux faire passer un message et je m'approprie un outil extraordinaire que je vais infléchir dans mon propos. Alors, alors chez Victor Hugo, c'est très fort parce que lui, c'est un génie. Après, il y en a des moins talentueux qui sont venus et qui nous infligent leurs pièces. Bon, j'ai pas grand-chose à en dire. Mais pour ce qui est de Victor Hugo, alors, mon jugement sur Victor Hugo, tu le connais peut-être. Moi, je considère que c'est un grand génie, mais qui a des lourdeurs pas possibles, parce que justement, il a voulu faire le tour de toutes les questions. Mais toi, tu aimes Céline, alors forcément, on ne peut pas aimer Céline et aimer Hugo en même temps, non? Ah non, non, si, on peut, parce que moi, il y a des poèmes de Victor Hugo devant lesquels je m'incline, vraiment. C'est indiscutable. Alors, comment on écrit le théâtre, justement? La question que j'avais, qui était un peu implicite, c'est est-ce qu'on écrit en fonction de la réaction des spectateurs, en fonction de ce qu'on veut dire, ou en fonction de ses acteurs? Ça dépend aussi beaucoup, je pense, de la relation qu'on va avoir. Je prends Molière, par exemple. Molière, il avait une troupe. Il vivait clairement entouré de sa troupe. Alors, on sent que dans la manière dont il écrit ses comédies, ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de rire. Alors, si ça fait rire le prochain, le spectateur, tant mieux. Et il y arrivait en maître. Et je pense que chaque approche est différente. Après, on a des théâtres complètement absurdes. On a des théâtres. Voilà, je prends Beckett. Hein. Beckett, comment. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Beckett pour écrire en attendant Godot ou fin de partie? Enfin, il y a un moment donné, c'est. Il y a d'autres théâtres, en plus, il y a même le théâtre de boulevard. Vous allez me dire, bon, le théâtre de boulevard, mon Dieu. Mais quelque part, dans le triptyque habituel, le mari, l'amant, la femme, enfin bon, il y a aussi une espèce de montée en tension qui va s'exploser un peu à la fin, cette espèce de petite catharsis. Et là, oui, tu vois, les acteurs, moi, je me rappelle le Vison Voyageur avec deux acteurs extraordinaires qui étaient Michel Roux et, comment s'appelle-t-il le deuxième? Euh, je ne me rappelle plus, ça va me revenir. Enfin, c'était deux grands acteurs du théâtre français. Alors, de boulevard, je suis désolé, on est loin de Sophocle là pour quelques minutes, mais c'était extraordinaire. Et justement, ils sortaient du texte et ils s'envoyaient des petites phrases comme ça pour bousculer l'autre. C'était extraordinaire. On se rappelle aussi Jean-Yann et quoi s'appelle-t-il, Francis Blanche. Francis Blanche avec cette réplique là, ils sont complètement en dehors du truc je crois que c'est Jean-Yann qui dit à Francis Blanche, ben, tu vois, ça t'apprendra de sortir du texte. Et Ouais, l'autre, ouais. carrément, c'est extraordinaire. De l'improvisation, en fait, il faisait à ce moment-là, à cette époque-là, souvent. C'est vrai. Bah, après, moi, je vais être honnête, j'essaye de me mettre à écrire une pièce de théâtre. J'ai écrit en anglais pour la première fois, ce qui est déjà compliqué, et j'essaye d'écrire en alexandrin, en anglais, en plus, parce que j'ai envie de me mettre du côté de l'acteur. Parce que je trouve que c'est d'une extrême difficulté de se rappeler des textes. Moi, je suis en admiration devant les acteurs, surtout quand ils ont affaire à des monologues qui durent 2 pages. Moi, je suis effaré. Bon, c'est des gens qui ont une mémoire absolument incroyable. Non seulement ça, mais en plus, ils doivent se rappeler à quel moment ils doivent se décaler de 2 mètres sur la gauche, faire des gestes avec les bras, etc. Leur cerveau fonctionne d'une manière absolument étonnante. La Du coup, répétition, c'est la ah, répétition, bien c'est un sûr. travail de longue haleine et oui. Mais il y a sur Michel, mais très bien, là, c'est cette question de mémorisation. Hein, faudra que tu nous en parles un peu, Michel. Comment on vit ça? Parce que c'est très difficile. Oui, Tu m'en oui. avais. Ouais. En fait, la mémorisation, c'est un jeu qui joue au moins à deux. C'est-à-dire que l'écrivain va déjà penser à la façon dont un texte est mémorisé. Donc c'est pour ça que le théâtre de l'absurde, moi je me pose des questions, parce que sans construction, l'acteur est perdu.